Ok, c'est parfait. Donc, j'espère que vous avez essayé de travailler cela. Ça va beaucoup vous aider. Donc, la manière dont ça va se passer, c'est que j'ai déjà corrigé tout, j'ai saisi tout le corrigé. Donc, à la fin, je vais vous l'envoyer et aussi vous envoyer le lien YouTube donc, de la vidéo que je vais enregistrer et mettre sur YouTube. Voilà, donc au fur et à mesure que je vais avancer, vous m'arrêtez et vous posez les questions. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire, ok, et puis je vais expliquer encore s'il y a lieu d'expliquer ou bien si quelque chose paraît un peu ambigu. Et même si après l'avoir expliqué, vous semblez ne pas comprendre quelque chose, vous pouvez me demander. D'accord? Alors c'est parfait. L'exercice numéro 1, c'est que on nous dit qu'il existe deux îles, celle de John et celle de Mary, et que chacun peut produire du maïs et de la laine. Donc John peut produire au maximum 20 maïs, soit au maximum 16 laines. Et Mary peut produire un maximum de 16 laines, et de 16 maïs, pardon, soit un maximum de 20 laines. Donc, dans les deux cas, le coût de renonciation est constant. Ici, je l'ai mis en gras parce que le coût de renonciation ne varie pas dans l'exercice. Je ne l'ai pas mis en gras, mais c'est important. Cette information-là, ça traduit le fait que la courbe des possibilités serait une droite, quoi. Okay? Parce que le coût de renonciation ne change pas avec le niveau auquel on se trouve. Il est constant. Okay? C'est la pente. Voilà, donc la première question, c'est de dessiner les courbes de possibilités de production CPP de John et de Mary. Okay. Voilà, donc aussi simple que ça. Donc John, il peut produire soit au maximum 16 laines, soit au maximum 20 maïs. Donc, vous avez quand même les points de l'extrémité, comme je l'avais expliqué la dernière fois. Donc, le fait qu'il peut produire au maximum 20 maïs, ça veut dire que s'il renonce à la production de la laine, c'est-à-dire zéro laine, il ne peut qu'aller jusqu'à 20 maïs. C'est ça, en fait. Donc, quand on a zéro laine, ça fait 20 maïs. Donc, on a ce point. Et donc, si John renonce à la production aussi donc, du maïs pour se consacrer totalement à la production de la laine, il ne peut produire que 16 laines. Donc, on aura 0 maïs, 16 laines. Et donc, on a ce point-là. Et vu que le coût de renonciation est constant, autrement dit, sa courbe de possibilité de production serait cette droite qui va joindre ces deux extrémités. Donc, tous les points qui se trouvent sur cette droite sont des possibilités potentielles. Okay? Ou bien sont des productions potentielles, sont des combinaisons possibles. Donc, pareillement pour Mary également. Donc, Mary, on nous dit qu'elle ne peut produire qu'au maximum 16 maïs si elle ne produit pas de laine. Donc, 0 laine avec 16 maïs. De même, elle ne peut produire que 20 laines si elle ne produit pas de maïs. Donc, elle aura 20 laines, 0 maïs. Donc, on aura ces deux points. Quand on les joint, on aura donc la courbe de possibilité de production. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Monsieur, j'ai juste une petite question. Oui, vas-y. C'était juste parce que j'avais fait les deux graphiques dans un graphique. Est-ce que d'habitude, on va faire deux graphiques, ça veut dire, pour les deux personnes séparées? Si vous faites dans un même graphique, ce n'est pas grave. OK, parfait, merci. C'est parce que moi, je vais surcharger. Donc, pour des raisons d'explication, je ne voulais pas que ça soit trop surchargé. Si je mets celle-ci, encore ici, bon, ça risque de vous mélanger. Sinon, un seul graphique, c'est correct. Alors, la question petit b, c'est qui a l'avantage comparatif dans la production de la laine? Okay? Donc, la question, ça revient à se demander, OK, il est plus avantageux pour qui de produire de la laine? Bon, déjà, en regardant ça, on peut essayer de savoir de manière intuitive. La laine, on voit bien que Mary, quand elle renonce à 16 maïs, elle arrive à produire 20 laines. Alors que John, si elle renonce à 20 maïs, elle ne produit que 16 laines. Autrement dit, Mary a l'avantage dans la production de la laine. Okay. Et on va essayer d'expliquer ça. Okay. Donc,
Donc, pour John, la production d'une unité de laine équivaut à 5 quarts unités de maïs. Voilà. Donc, je rentre dans la notion de coût de renonciation, ou bien coût d'opportunité. Donc, à quoi ça correspond? Donc, la production d'une unité de laine équivaut à 5 quarts de maïs, puisqu'en réalité, 16 laines équivaut à 20 maïs. Voilà, je vais partager, on va le faire. Donc, la règle de 3, 16 laines, ok, ça correspond à 20 maïs. Ok. Et maintenant, si on veut une laine, ça correspond à combien de maïs? Ok. Donc, la règle de 3 dit que ça va faire 1 fois 20 divisé par 16. Donc, ça fait 20 divisé par 16. Ça fait 5 quarts. 5 quarts de maïs. C'est bon? Donc, une laine, ça fait 5 quarts de maïs, soit environ combien? 1,25. Donc, pour John, produire une laine revient, c'est comme 1,25 maïs, ok, pour lui. Ça lui coûte 1,25. Donc, vous pouvez regarder ceci comme étant le prix. Donc, on essaie d'évaluer tout en termes de maïs. Supposez simplement qu'il n'y a pas de dollars, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de monnaie dans l'économie. Il n'y a que des laines et des maïs où on fait des trocs, ok? Donc, si John a 1,25 maïs, il ne peut l'échanger contre une laine. Si John a une laine, il va attendre à ce qu'on puisse lui donner 1,25 maïs. Si vous lui donnez moins que 1,25 maïs, ben, il ne sera pas content. Si vous lui donnez plus que 1,25 maïs, ben, c'est très bien alors, parce que c'est lui qui a la laine et il veut prendre le maïs. Et lui, une laine, normalement, c'est 1,25 maïs pour lui. OK? Voilà, on va y revenir encore profondément. C'est quoi encore tout ça? OK. Alors, donc, je disais que pour John, la production d'une unité de laine équivaut à 5 quarts unités de maïs, alors qu'une unité de laine équivaut à 4 cinquièmes unités de maïs pour Mary. Donc, vous pouvez faire le même travail inversement. Mary, 20 laines correspond à 16 maïs. Donc, une laine correspond donc à 16 sur 20, qui est la règle de 3. Ce qui fait 4 cinquièmes, soit 0,8, je pense. Hein. Voilà, ça fait 0,8, 4 cinquièmes. Donc, essayez de comprendre. Voilà, donc je continue. C'est-à-dire que si John renonce à une unité de laine, il peut produire 5 quarts unités de maïs. Et Mary, contrairement à elle, ne peut produire que 4 cinquièmes de maïs, moins que ce que John peut faire en production de maïs. OK? En renonçant à une unité de laine. On voit donc que John a un avantage par rapport à la production du maïs et Mary par rapport à la production de la laine. J'espère que vous avez compris ça. Donc, si John renonce à une laine, il peut produire 1,25 maïs. Si Mary renonce à une laine, elle peut produire 0,8 maïs. Donc, John fait mieux dans la production du maïs. Et donc, Mary fait mieux dans la production de la laine. Aussi, je continue en disant, on peut aussi voir cela en prix relatif. C'est-à-dire, la laine, en termes de maïs, coûte plus cher chez Mary que chez John. Donc, Mary a un avantage sur la laine et vice-versa. La laine en termes de maïs coûte plus cher chez John, non? Le prix de la laine.
c'est combien on avait calculé? Une laine, ça équivaut à 5 quarts de maïs. OK. Et ici, ça équivaut à 4/5 de maïs. Donc, la laine, le prix de la laine chez John est égal à 5 quarts de maïs. Donc, c'est beaucoup plus élevé que le prix de la laine chez Mary. Donc, pour dire que John donnerait beaucoup de maïs pour une laine, alors que Mary donnerait peu de maïs pour une laine. Autrement dit, la laine a de la valeur, OK, pour essayer de répondre, parce que ma réponse peut peut-être ne pas être ce que vous pensez. Comme ça, vous pourrez être sûr que vous avez bien compris. D'après vous, chez qui valorise plus la laine entre John et Mary? C'est Mary qui favorise la laine, ça y rapporte plus. Tandis que John va plus favoriser le maïs parce que c'est ça qui rapporte le plus. Voilà, parfait. Donc, c'est ça, en fait, c'est la raison pour laquelle je disais ici qu'on peut voir que le prix relatif, c'est-à-dire que la laine, en termes de maïs, coûte plus cher chez Mary que chez John. Donc, Mary a un avantage sur la laine et vice-versa. Vraiment, c'est important de voir cela. OK? Donc, parce que ici, si vous prenez une laine, ça fait comme 5 quarts de maïs. Et ici, chez Mary, une laine, ça fait 4/5 de maïs. OK? Donc, si vous voulez connaître le prix de la laine, parce que ça, c'est quand même le prix du maïs, hein? Le prix de la laine en termes de maïs. Okay? Mais si vous voulez voir qui valorise plus la laine, vous allez voir que c'est plutôt John. John, le prix de la laine est plus élevé, mais John a beaucoup plus un avantage donc dans le maïs. OK? J'espère que c'est clair pour vous. S'il y a quelque chose qui est un peu confus, posez-moi la question. Parce qu'il y a la notion de coût et puis de prix aussi qu'il ne faut pas confondre. Okay, il y a le prix et il y a le coût. Parfois, le prix et le coût semblent être les mêmes choses, mais renvoient à quand même des notions opposées. Parce que quand le coût est élevé, c'est moins avantageux, mais quand le prix est élevé, c'est avantageux, bien sûr, pour le vendeur. Okay. Bon, je le présenterai à la PTC alors. Je vais lui montrer ici. Supposons que chacun se spécialise dans la production du bien pour lequel il a un avantage comparatif. Okay? Donc, petit c, si Mary proposait 8 laines contre 6 maïs, est-ce que John en tirerait un gain? Donc, ici, on nous dit que John va se spécialiser dans la production de maïs et Mary va se spécialiser dans la production de la laine. Maintenant, pour faire l'échange, Mary dit, OK, moi, je te donne 8 laines contre 6 maïs. Est-ce que c'est avantageux pour John? Okay. Alors, si Mary proposait 8 laines contre 6 maïs, c'est-à-dire qu'une laine contre 3 quarts de maïs, alors John tirerait un gain car le prix d'achat de la laine, okay, c'est-à-dire 3 quarts de maïs, est plus petit que l'évaluation de John de la laine en termes de maïs. J'espère que c'est clair. Bon, d'abord, si Mary proposait 8 laines contre 6 maïs, d'après vous, quel serait le prix auquel elle vend donc la laine? Si 8 laines correspond à 6 maïs, je vais le calculer pour vous ici. Donc, elle dit qu'elle va proposer 8 laines pour un prix égal 6 maïs. Donc, quel serait le prix unitaire? Une laine serait égale à combien? Donc, ça fait 1 fois 6 divisé par 8. Donc, ça fait un prix unitaire de 6 sur 8, ça fait 3 quarts. Donc, ce 3 quarts, c'est ce que Mary demande à John pour prendre une laine. Alors, John, lui, par contre, lui,
quelle est sa valorisation de la laine? Souvenez-vous, on avait dit qu'une laine, ça correspondait à une sorte de 1,25, c'est-à-dire 3 et 5K chez John. Donc, John évaluait une laine à 1,25 maïs et maintenant, Mary veut lui vendre la laine à 3K. Ben, il sera content parce que celui-ci est plus petit que celui-ci. OK? Le prix auquel il va l'acheter est plus petit que le prix auquel il l'estimait. Donc, il va gagner. Donc, 1,25 moins 3, car ça va donner 0,5. Il va lui rester 0,5 maïs de surplus. Okay. Alors, donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit ici, le prix d'achat de la laine, donc 3 quarts de maïs, est plus petit que l'évaluation de John de la laine en termes de maïs, c'est-à-dire 3 quarts est plus petit que 5 quarts. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Petit D. Sera-t-il rationnel pour Mary de proposer un tel échange? Pourquoi? Il ne serait pas rationnel de la part de Mary de proposer un tel échange parce qu'elle vendrait moins cher la laine au prix qu'elle l'estime. C'est-à-dire que le prix de vente est de 3 quarts de maïs est plus petit que le prix auquel elle l'évalue. C'est-à-dire que la laine, normalement, chez Mary, c'est 4/5 de maïs. Donc, Mary, elle regarde la laine comme égale 4/5 de maïs et elle veut vendre la laine et puis elle vend ça à 3 quarts de maïs. C'est-à-dire une valeur plus petite que le montant auquel elle l'estimait. Okay? C'est plus petit et ça ne l'arrange pas parce que c'est elle le vendeur. Et ici, c'est plus petit que le prix et ça l'arrange parce que c'est John qui est l'acheteur. OK. Puisque Mary, elle fabrique la laine et John fabriquait le maïs. Donc, c'est John qui est l'acheteur contre la laine. Si vous faites le mécanisme opposé, c'est-à-dire, OK, je vais le faire. Si vous trouvez plutôt le prix du maïs, c'est-à-dire que on nous dit que 8 laines correspond à 6 maïs. Non. Laine correspond à 6 maïs. Et donc, si vous voulez trouver le prix du maïs, de une unité de maïs en termes de laine, donc combien un maïs va valoir en termes de laine, donc ça fait 1 fois 8 divisé par 6, ça fait 8 sixièmes qui fait 4 tiers. OK? Donc, ce prix, 4 tiers, c'est le prix donc de maïs en termes de laine. Bien sûr, vous ne pouvez pas comparer ce prix avec 5 quarts ni 3 quarts parce que pour faire cela, il faut que vous alliez pour évaluer aussi combien John évalue le maïs en termes de laine avant. Donc, on avait dit que John, c'était... laissez-moi de regarder encore. John, c'était 20 maïs contre 16 laines. Okay. Donc, 20 maïs contre 16 laines. 20 maïs contre 16 laines. Alors, un maïs serait combien? Un maïs serait alors 16 divisé par 20. Ça fait 4/5. 4/5 de laine. Donc, un maïs, ça fait 4/5 de laine. Donc, ça, c'est 4/5 de laine aussi. Donc, ce prix, pour John, ça doit être normalement le prix, c'est le prix de vente. Ce n'est plus le prix d'achat. Parce que ça, c'est la laine en termes de laine. Celui qui lui donne, c'est Mary qui va procurer la laine à John.
John, lui, va donner le maïs. Donc, si John donnait une unité de maïs, il doit l'échanger contre 4 tiers de laine. C'est ça la question. Okay, donc, une unité de maïs contre 4 tiers de laine. Et ce que lui, il évaluait avant, c'était une unité de maïs contre 4 cinquièmes de laine. Donc, la comparaison que vous devez faire, c'est de comparer celui-ci à celui-ci. Et dans quel cas ça avantagerait John? Ça avantagerait John si celui-ci est plus grand que ça. Ce n'est plus petit. Okay? Parce que John est celui qui reçoit maintenant. Il reçoit cette quantité. Parce que c'est le prix du maïs en termes de laine. Donc, il reçoit ce montant alors qu'il estimait ce montant. Donc, ce montant ne l'avantagerait que lorsqu'il est plus grand que celui-ci. Donc, la notion de plus petit qui avantage, plus grand qui avantage, c'est vraiment dans la compréhension de ce qu'on fait. Okay? Donc, vous vous positionnez en termes de quelqu'un qui veut échanger contre un camarade de classe, donc des téléphones contre un ordinateur. Donc, si c'est vous qui possédez les téléphones, donc vous allez évaluer le prix donc, de l'ordinateur que vous allez recevoir par rapport au téléphone et vous allez le comparer à comment vous évaluez un ordinateur et un téléphone en termes de téléphone. Et vous allez voir ce qui vous arrange. Si un ordinateur, l'ordinateur que vous évaluez en termes de téléphone et que c'est vous qui possédez les téléphones, donc vous allez donner beaucoup plus de téléphones. Si c'est plus élevé que ce qu'on vous demande, ben, ça vous avantage parce que vous évaluez à un prix plus élevé. C'est-à-dire que dans votre manière de penser, vous donneriez beaucoup plus de téléphones. Et là, on vous demande de donner moins que de téléphones, ça vous avantage. Donc, ça dépend de quel côté vous vous trouvez en faisant l'analyse. OK? Donc, mais à l'examen, vous mettez d'un seul côté. OK? Le raisonnement que vous allez faire, vous vous mettez d'un côté, vous dites, OK, voici ça, voici ceci. John va devoir recevoir 4 cinquièmes de laine pour un maïs, alors que pour John, avant, un maïs, ça valait 4 cinquièmes de laine. Donc, vu que John va recevoir maintenant plus qu'avant, donc ça lui avantage. Point. Ou alors, vous vous retrouvez dans l'autre côté, vous dites, OK, John va payer pour une laine 3/4 de maïs. Alors qu'avant, John était prêt à payer 5/4 de maïs. Et donc, comme ce qu'il va payer maintenant est plus faible que ce qu'il est prêt à payer, alors il a un avantage. C'est l'un ou l'autre. Donc, vous pouvez réécouter la vidéo pour bien écouter encore tout ce que j'ai dit. D'accord. Merci bien. Alors, le petit C, non, c'est le petit D. Alors, le petit D aussi, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, le petit E. Dessiner les flèches d'échange pour cette transaction. Donc, la transaction qui correspond donc à échanger 8 laines contre 6 maïs. Donc, si on échangeait 8 laines contre 6 maïs, ce qui va se passer, c'est que dans le pays de John, ça va passer donc de 0 laine, 20 maïs, à 8 laines. Donc, il va recevoir 8 laines donc de chez Mary. Et il va donner 6 maïs, donc il va lui rester 14 maïs. OK? Ce qui fait que ici, vous allez voir la nouvelle production, c'est 8 laines, 14 maïs, donc 8 et 14, ça donne ce point. Donc, il va quitter ce point pour arriver à ce nouveau point. Et Mary, par contre, elle va quitter 20 laines, 0 maïs, pour redevenir à 12 laines parce qu'elle aura donné 8 à John. Et le nombre de maïs sera maintenant 6, ce qu'elle a reçu donc, auprès de John. Donc, maintenant, elle va se retrouver donc à 12,6. Donc, c'est ce point-là qui est en bas donc, de sa CPP. Et pour John, ce point est en haut de la CPP. Donc, déjà, vous pouvez encore voir que John a un avantage parce que sa nouvelle production est au-dessus donc, de sa courbe de possibilités de production, alors que Mary
sa nouvelle production est en dessous de sa courbe des possibilités de production. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le F, on suppose maintenant que Mary proposait plutôt 8 laines contre 8 maïs. Est-ce que chacun tirerait un bénéfice d'un tel échange? Non, on va y voir. Donc, si Mary proposait 8 laines contre 8 maïs, soit une laine contre un maïs, elle vendrait sa laine à un prix égal à un maïs, ok, plus élevé que le montant auquel elle évaluait sa laine en termes de maïs de John. C'est-à-dire qu'avant, Mary voyait la laine comme étant égale à 4/5 de maïs. Si maintenant, elle vend la laine égale à un maïs, donc elle vend plus cher qu'avant. Okay? Donc, elle gagnerait donc. De même, John achèterait la laine à un prix de un maïs, plus bas que le montant auquel il évaluait le U après. Le montant auquel il évaluait la laine de Mary. Avant, la laine égale 5/4 de maïs pour John. C'est-à-dire que pour pouvoir prendre une laine, John est prêt à payer jusqu'à 1,5 maïs. Mais maintenant, on lui vend la laine et lui, il paye seulement un maïs. Donc, il paye à un prix plus bas que le prix auquel il estimait. Donc, lui aussi, il gagne. OK? Donc, on va tracer maintenant les nouvelles courbes. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, pour comprendre pourquoi est-ce que ça donne ça, 8, 8, ben, il faut juste faire le même travail ici. Donc, vu qu'ils vont donner 8 et prendre 8 de l'autre côté, donc le nombre de la laine va diminuer de 8 chez Mary et le nombre de maïs va diminuer de 8 chez John. OK? Donc, ça serait la laine 8 maintenant qui va augmenter et le maïs va diminuer de 8. Donc, on aurait 12 maïs et 8 laines. Ce point, donc la nouvelle production est ici. Donc, il quitte de là pour aller vers ici. Et Mary également, donc il va lui rester 12 laines et elle va recevoir 8 maïs. Donc, ce point-ci, et on aura ça. Et donc, vous voyez bien, la nouvelle courbe verte est au-dessus donc de sa courbe de production. Donc, elle gagne aussi. De même que John. Mais on voit bien que John gagne moins qu'avant, gagne moins que dans l'autre cas. Effectivement. Donc, c'est cette perte-là qui est Mary a récupérée. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors, le petit G, maintenant on dit, si Mary proposait plutôt 10 maïs contre 8 laines, John n'accepterait pas puisqu'il n'en tirerait aucun bénéfice. Prouver que cet échange laisserait John sur sa propre courbe de possibilité de production. Okay. Il y a deux manières de répondre à cette question. Okay. Et donc mathématiquement ou de manière avec une équation de la droite ou graphiquement. Okay. Ou alors, ce que j'appelle graphiquement, c'est par le raisonnement intuitif. Donc, ici, si Mary proposait un tel échange, c'est-à-dire John serait indifférent entre échanger et produire lui-même sa laine parce que le prix auquel Mary voudrait vendre serait exactement le coût de renonciation de John. C'est-à-dire que 10 maïs contre 8 laines, ça veut dire quoi? Une laine alors. Une laine équivaut alors à combien de maïs? On peut le faire. Donc, 10 laines et 10 maïs contre 8 laines. OK. Donc, une laine, ça fait combien? Donc, ça fait juste 1 fois 10, divisé par 8, ça fait 10 huitièmes, qui ne fait que 5 quarts. Donc, Mary veut vendre une laine à 5 quarts de maïs à John. OK?
Alors que John, précédemment, pour lui, une laine aussi, c'est 5K. Donc, c'est comme si il reste indifférent entre cet échange-là. Bien sûr, ici, on suppose qu'il n'y a pas de coût de transport pour aller prendre la marchandise chez Mary. Okay. S'il y avait des coûts de transport pour aller chercher la marchandise, donc là, il perdrait totalement. Là. Mais s'il n'y a pas de coût de transport, c'est qu'il est indifférent entre ces deux, entre commercer avec Mary ou produire soi-même, en fait, la laine localement. Donc, c'est ce que je réponds là. On peut voir cela. Ah non, j'avais déjà répondu. Donc, je disais qu'on peut voir cela mathématiquement en retrouvant l'équation de la droite des possibilités de production, CPP de John, et en vérifiant que s'il acceptait l'échange, la nouvelle production serait sur la même courbe CPP. Okay? Donc là, je fais un peu mathématique. Donc, l'équation d'une droite s'écrit sous la forme y égale à x plus b. Et étant donné que les points 0, 20 et 5, 0 appartiennent à la courbe, alors vous remplacez simplement x par 0, y par 20. Vous allez trouver que b égale à 20. Vous remplacez x par 16 et y par 0. Et vous allez voir que vous aurez 0 égale 16a plus 20. Vous allez trouver a égale à moins 5k. Okay? Donc la courbe serait y égale à moins 5k fois x plus 20. Donc, on va essayer de vérifier si John acceptait l'offre, sa nouvelle production serait combien? Est-ce que cette nouvelle production se retrouverait sur cette courbe? Donc, c'est ce qu'on va faire. Si John acceptait l'échange, sa production deviendrait donc 8 laines, 10 maïs. Okay? Parce qu'il aurait donné 10 maïs, il va lui rester 10, il va accepter 8 laines. Et donc, ce point est vraiment sur cette courbe parce qu'il suffit juste de remplacer le x par 8 et vous allez vous rendre compte que ça va donner 10y. Ok? Y va donner 10. Ou alors vous remplacez x par 8, y par 10, vous allez voir que 10 égale à 10. C'est-à-dire que ce point est vraiment sur cette courbe. Donc, ça ne lui a rien changé du tout. Ça n'a rien changé du tout à sa production. Il aurait pu ne pas participer à l'échange. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Parfait, c'est super. Alors, l'exercice numéro 2. Bon, je rappelle que l'exercice numéro 2 qui était sur l'ancienne fiche, je vous l'enverrai donc la semaine prochaine, quand vous aurez déjà fait les équations d'offres et de demandes analytiquement. Donc, je vais vous l'envoyer pour qu'on puisse le refaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on nous dit que William Shakespeare est un auteur promoteur dans le Londres du XVIe siècle. À mesure que le prix qu'il reçoit pour écrire une pièce augmente, il est disposé à écrire davantage de pièces. Pour les situations suivantes, utilisez un diagramme pour illustrer comment chaque événement affecte le prix et la quantité d'équilibre sur le marché des pièces de Shakespeare. Petit 1. L'auteur Christopher Marlowe, le principal rival de Shakespeare, est tué dans une rixe dans un bar. OK? Donc, évidemment, la mort de Marlowe signifie que la fourniture d'un produit de remplacement a diminué. En conséquence, la demande pour les pièces de Shakespeare augmentera parce que les clients de Christopher vont se tourner vers William. OK? Et induisant ainsi un déplacement vers la droite de la courbe de la demande sur le marché pour Shakespeare de D1 à D2. Donc, c'était la demande avant, c'était l'offre, et maintenant, la courbe de demande va se déplacer vers la droite parce que le nombre de demandes va augmenter. OK? Et on voit bien que le nouvel équilibre sera ici, et ce qui entraîne une augmentation du prix parce que le prix va passer à ce niveau, et la quantité produite aussi va passer à ce niveau. OK? Et intuitivement, même, on pouvait le penser. Si la demande augmente, on sait très bien que le prix va augmenter.
OK. Quand la demande augmente, le prix augmente. Petit 2. La peste bubonique, une maladie infectieuse mortelle, apparaît à Londres. Donc, tout comme le coronavirus, hein. Donc, tout le monde comprend comment l'effet du coronavirus a eu son effet sur le cinéma à Montréal. Donc, quel sera l'effet donc du déclenchement de cette peste bubonique sur les œuvres d'art de Shakespeare? Donc, après le déclenchement de la peste, moins de Londoniens souhaiteraient voir Shakespeare jouer pour éviter de contracter la maladie. Okay? Donc, induisant un décalage vers la gauche de la courbe de la demande. Donc, plus quand il y a donc, une crise donc, de coronavirus, les gens vont aller moins au cinéma pour ne pas se faire contaminer parce que c'est un lieu de regroupement d'autres personnes. Donc, la demande va diminuer. Donc, il y a un déplacement de la courbe de demande vers la gauche. Et donc, on voit bien que l'équilibre va passer de ce niveau à ce niveau. Et donc, le prix passe. Donc, le prix va baisser. Donc, la quantité donc, de cinéma aussi va diminuer. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est clair? OK. Le petit 3, pour célébrer la défaite de l'armada espagnole, la reine Elisabeth annonce plusieurs semaines de festivités, ce qui implique de commander de nouvelles pièces. OK, bon, ça va de soi. Les commandes de la reine Elisabeth entraînent une plus grande quantité de pièces de Shakespeare demandées à un prix donné. Cela représente un déplacement vers la droite de la demande, OK, résultant en un prix et une quantité d'équilibre plus élevée que l'équilibre qui passe de E1 à E2. OK, c'était beaucoup plus évident. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions ou alors c'est parce que ça a été trop facile? Ben, c'est que dans mon cas, moi, j'avais eu un cours d'économie au cégep, on avait parlé de micro et de macroéconomie. Fait qu'à ce moment-là, le numéro 2, c'est des choses que j'avais déjà faites. La CPP, ça, par contre, non, mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre, là. OK. Personnellement, ben, je parle pour moi, là, je sais pas pour les autres, là, mais personnellement, OK. moi, c'était pas si compliqué comme exercice. C'est parfait. En tout cas, si ça a été facile, continuez comme ça dans cette lancée pour ne pas rater, je vais dire A+, parce que autant que vous pouvez, mettez le paquet et ça vous aidera beaucoup à avoir une bonne note. C'est parfait. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je on termine tôt. Bon, généralement, on va pas trop traîner, hein. Généralement, on finira toujours donc vers 15 heures comme ça. Est-ce que vous allez être en mesure de nous envoyer le corrigé de la fiche 1? Je l'envoie tout à l'heure et puis je vais envoyer aussi le lien donc de la vidéo YouTube. OK, merci. Bienvenue.